Ok, ben écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Wierochowski. Bienvenue au webinaire organisé par IS River et en partenariat avec ECRR et Réseau Zéro Pierre TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la revitalisation des rivières avec les solutions fondées sur la nature. Et ben Anne, je te passe la main pour que tu te Oui. présentes. Bonjour, moi je suis Anne Clément et au nom du GREI et de la ZAP, je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire Is River. Au démarrage, quelques consignes. Tac. Quelques règles de fonctionnement pour ce webinaire qui est en traduction simultanée et qui est enregistré dans sa version française et anglaise. Je vous remercie de penser à vous renommer quand vous arrivez sur le webinaire, votre prénom, votre nom, votre structure. Vous avez, en tant que participant, vous avez vos micros coupés pour pouvoir poser des questions aux intervenants. Vous écrivez dans le chat en français ou en anglais. Pour la traduction simultanée, en bas de votre écran, vous verrez un globe interprétation et vous choisissez français si vous souhaitez voir ce webinaire en français, écouter ce webinaire en français, et anglais si vous voulez écouter ce séminaire en anglais. Voilà, vous avez les éléments, donc vous pouvez démarrer. Eh bien, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'inscrits, hein, plus de 430 inscrits, et à peu près moitié-moitié entre la France et l'international, et pas mal de praticiens, hein, 60%, et pas mal de chercheurs aussi pour le reste. Donc vous avez un petit peu un détail de tout ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu passes à la diapo suivante? Et aussi intéressant puisqu'on a réussi à avoir des gens un peu de partout dans le monde, hein, que ce soit les continents américains, l'Afrique et l'Europe. Voilà, diapo suivante. Comme je le disais, c'est un webinaire organisé en collaboration avec trois plateformes, Réseau Rivière, ECRR et Le Grès. Pour ce qui est donc de Réseau Rivière, je vais le présenter, c'est un réseau national des acteurs de la restauration des rivières en France. On aura une petite vue de la page internet après. ECRR, donc oui, c'est le réseau européen des acteurs de la restauration des rivières en Europe. Et je laisse passer la main à Anne pour présenter le GREI. Et donc le GREI, c'est une association régionale qui a une vocation nationale et internationale aussi et qui anime des dispositifs de recherche et s'engage à promouvoir la valorisation des programmes de recherche qui sont construits en interaction avec des acteurs du territoire. Beaucoup d'entre vous connaissent le GREI via l'organisation à l'échelle internationale de sa conférence Yes Report. Donc, concernant le réseau Rivière TV, voilà, là, c'est une capture de son site web. Donc, de nombreuses conférences, webinaires, vraiment un réseau très actif à l'échelle nationale et en lien avec les chercheurs, mais surtout avec les acteurs des territoires et avec un regard et des collaborations aussi faites avec les élus, qui est une des cibles importantes que vous avez en termes de transfert des connaissances. Voilà. Le site web de ECRR, qui est le réseau européen de la restauration des cours d'eau. Pour le représentant français, c'est Centre national de ressources cours d'eau. Donc également un réseau très, très important autour de la restauration des cours d'eau, donc avec une vitrine et de nombreuses animations faites par ce réseau. Et donc le GREI, qui est ce que je vous disais, une association dont la vocation est d'animer des dispositifs de recherche en interaction avec les acteurs et de transférer les résultats de recherche le plus vite possible auprès des acteurs du territoire. Et notamment, on organise avec la ZABRE tous les 3 ans les conférences Yes Rivers, des conférences qui sont un peu atypiques, qui rassemblent des chercheurs, des acteurs opérationnels autour des recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières. On organise ces conférences tous les 3 ans. La dernière édition a eu lieu en 2022 et nos partenaires et nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, avons souhaité, dans l'intermédiaire, pouvoir faire des webinaires pour rassembler
la communauté des personnes participant à Ease River. Et cette année, nous avons le plaisir d'organiser 3 webinaires, dont ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec Rivière TV, qui permet de bien mêler nos publics différents, et avec ECRR, qui est d'ailleurs une association partenaire de Yes River. Donc, nos partenaires de la conférence Yes Rivers et de ces webinaires, donc, nous avons des partenaires techniques et financiers à l'échelle du bassin du Rhône. Je ne vais pas tous les citer, mais notez que ça s'inscrit dans le cadre d'un soutien notamment des fonds FEDER et tout autour du plan Rhône-Saône. Voilà, et nous avons de nombreuses associations internationales et françaises partenaires. Et nous les remercions tous pour leur soutien. Alors, ce programme, Antoine. Alors, donc, en fait, aujourd'hui, nous avons 3 invités. Docteur George Heritage, qui nous parlait donc de l'état préhumain, de l'état des zéros, en fait. C'est un concept américain qui se développe en Europe. Nous aurons ensuite Dean Morrison, qui parle des barrages perméables ou les barrages fuyards. C'est un concept qui est peu utilisé en France, mais plus particulièrement en Angleterre. Et nous aurons ensuite Stéphane Bennett qui nous parlera des ouvrages type Castor, donc c'est-à-dire c'est comme des barrages de Castor, mais c'est fait par les hommes. Avant de passer la parole au premier, est-ce que tu peux m'assurer si Georges Héritage nous a rejoint ou si on passe directement à Dean? Alors, je ne vois pas Georges. Ok. Oui, on a des soucis de connexion avec George Heritage. Donc, en fait, on va entamer par le deuxième intervenant, Dean Morrison. Et si on arrive à reconnecter George, on le fera intervenir à la fin. En attendant, je vais passer sur le canal anglais et assurer la suite pour lire les questions. Je passe la main à Dean Morrison et je te laisse couper les vidéos. Et voilà, changer le PowerPoint. Merci. Et donc, chaque intervenant a 20 minutes d'intervention et suivi de 10 minutes de questions-réponses. Vous mettez vos questions dans le chat. Voilà. Okay. Hello everybody. I'm Dean. Bonjour à tous, Dean Morrison. Je ne suis pas docteur en tant que tel, je suis un homme de la pratique en Grande-Bretagne. Donc, j'ai dû traduire ou transposer quelques-unes des idées sur le principe des barrages et d'en faire dans ces barrages pour les zones inondables. Je vais partager mon écran une petite seconde, s'il vous plaît. Oui. Je travaille pour une entité régionale qui s'occupe des zones protégées du sud-est de l'Angleterre, mais je travaille dans toute la Grande-Bretagne et même à l'international pour faire des travaux. Diapo suivante, merci. Donc, un petit peu un historique sur cette fondation. Nous sommes connus en Angleterre pour la pluie, comme vous le savez, donc en Angleterre, mais c'est un pays également très peuplé, l'Angleterre. Donc, il y a beaucoup d'habitats qui ont été construits dans des zones qui sont maintenant des plaines inondables et avec des facteurs tels que le changement climatique, les dégâts causés par les inondations est souvent assez conséquent sur un plan notamment économique. Ceci a été exacerbé par les changements de gestion de plans d'utilisation des sols en Grande-Bretagne, des gestions de paysages qui ont été conçus en fait pour se débarrasser de l'eau le plus rapidement possible à des rivières à des fins agricoles. Donc ça, c'est un des problèmes. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'inverser le processus. Il y a eu beaucoup d'intérêt apporté en Grande-Bretagne depuis 15 à 20 ans pour travailler avec les paysages, pour les utiliser afin de contrôler les inondations ou réduire le risque, les dégâts des océans. Pas seulement en Grande-Bretagne. Avant, j'ai travaillé avec une fondation dans le cadre d'un projet européen qui examinait les inondations en Allemagne, au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas.
et nous examinions de façon un petit peu analytique les inondations. Il n'y a pas une solution, en fait. C'est un problème qui doit être géré à différents niveaux, en commençant par d'abord de ne pas construire dans des zones inondables, hein, ça c'est la première chose, mais ensuite voir ce qui se passe quand tout le monde est inondé, et ensuite la récupération. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'un petit peu de réduire l'impact des inondations lorsqu'elles se produisent, donc pour réduire le paysage. Some of the jar. Yeah, I'll try and speak up. Is that better? Yeah. Okay. So, Donc, to use a bit of jargon, pour utiliser un jargon, on appelle ça de travailler avec des processus naturels. Nous avons établi des documents dans ce registre. Et particulièrement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les communautés qui ne peuvent pas être aidées par des techniques de gestion traditionnelles des inondations. Donc, voilà, pour faire avec des approches d'ingénierie. Très souvent, ce sont des petites communautés qui ont sur des bassins versants où il est pratiquement impossible de mettre en place des solutions d'ingénierie ou de génie civil. Dans ce cas, très souvent, ces communautés elles-mêmes ont vu la possibilité de travailler avec le paysage, en fait, pour le rendre plus absorbant et donc en utilisant notamment des genres de barrages. Et c'est toujours nous sommes au début. On essaie de se comprendre un petit peu comment et où le faire, mais c'est une approche maintenant qui est bien utilisée. Donc, je vous fournirai la liste des documents à la fin de mon exposé. Et ça, c'est un travail que nous avons fait en examinant toutes les approches ou les projets qui ont été pour rendre les paysages plus en capacité d'absorber l'eau. Donc, c'est résumé sur ce graphique ici que vous avez certainement déjà vu. On regarde un petit peu on va essayer de partir des eaux de tête jusqu'à la mer, hein, des eaux en amont jusqu'à la terre. Donc, vous voyez on regarde des barrages, vous voyez, donc les barrages qui laissent passer l'eau, il y a différentes techniques, bien entendu, hein, donc, mais je suis impliqué dans toutes les, donc voilà, donc notamment ces barrages fuyants, si vous voulez, donc sont utilisés, mais on a différentes techniques qui sont utilisées, qui sont illustrées. Il y a des choses que l'on peut faire. Je travaille avec des collègues pour examiner les systèmes agricoles, bon, pour notamment les prairies, pour garder les prairies qui sont en bon état, et on va développer un petit peu. Par exemple, quand on a des sols imperméables, est-ce que l'on peut améliorer la couverture végétale et ce qui aide? Et d'autres exemples concernent, voici un exemple d'un sous-bois anglais. Vous voyez à droite la forêt a été détruite par des machines de génie de travaux publics, et non seulement ça rend la surface plus sensible aux inondations, mais bien sûr, ça entraîne également les sédiments vers les eaux, et ceci peut causer d'autres problèmes en aval. Donc, essentiellement, voici l'endroit 1 an et demi plus tard, lorsqu'on a mis en prise de disposition. Il y a d'autres endroits, vous voyez, où on va construire des bachins de stockage. Donc, vous voyez, il y a une tuyauterie à gauche, vous voyez, et donc, on a un système qui est utilisé à l'effet de biodiversité. En cas d'inondation, on va stocker cette eau, et beaucoup de ces interventions vont aider, bien sûr, en aval. Sur le principe, on a un système comme celui-ci. Ce que nous essayons de faire, c'est d'éviter les pics d'inondation. Si on passe la hauteur de l'eau à un moment donné, et la ligne bleue montre lorsqu'on dépasse la ligne verte, qui est le taux
là, c'est l'eau qui va monter dans les maisons, hein, dans les maisons. Si on peut descendre, ralentir ce système, donc descendre à la ligne rouge, vous voyez, donc on va avoir bien sûr un système beaucoup plus viable. Et voici une espèce de modélisation qui a été faite plus tôt pour montrer que toutes ces expansions que l'on voit, mais en principe, si vous mettez plusieurs systèmes d'intervention dans ces séries sur un paysage et qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble, nous espérons et nous pouvons avoir un modèle qui va nous permettre de contrôler ou de réduire l'impact des inondations. Pour revenir à ma région, je m'occupe d'une communauté dans le sud de l'Angleterre. Je travaille depuis 1 an ou 2 pour décider où et quoi faire et quel type d'ouvrage, qu'est-ce qui sera le plus efficace, qui sera faisable dans une zone boisée, etc. Et voici tout, vous voyez ici toutes les associations, les partenaires, etc. La zone verte que vous voyez ici, c'est là où travaille mon organisation. C'est l'équivalent d'un parc régional français, si vous voulez. Donc, c'est très boisé, avec beaucoup de relief, de coteaux, de collines. Il y a à peu près 30% de couverture boisée, ce qui est extraordinaire. Hein, c'est certainement une des zones les plus boisées en Grande-Bretagne, en Angleterre, pardon, et c'est très ancien, Donc, et le bassin versant est exactement au centre de ça. Donc, on a travaillé avec les eaux en amont. Dans cette zone, il y a des sous-bassins sur lesquels nous avons choisi de travailler parce qu'on sait qu'il y a des petites communautés, donc qui sont régulièrement inondées. Et les techniques normales de gestion des inondations sont souvent très coûteuses et n'aident pas beaucoup. Voici, par exemple, un village qui s'appelle Helling, qui est régulièrement inondé par la rivière en arrière-plan ici. Et régulièrement, on va aider les gens à nettoyer un petit peu les maisons. Donc, c'est ce que nous essayons d'aider. Nous n'essayons pas de stopper les méga inondations. Ce qu'on veut réduire, c'est les pics, le niveau d'eau dans une inondation de 5 à 10 cm peut-être. Mais cela est suffisant pour apporter une différence, pour éviter que l'eau pénètre dans les maisons des gens. Si on peut faire mieux, tant mieux. Mais pour l'instant, on ne veut pas apporter une grande différence au niveau d'inondation. Simplement avoir des pics d'inondation, si vous voulez. Pour aider dans ce travail et avec une modélisation, nous utilisons un logiciel qui s'appelle Scalgo, qui est une organisation danoise qui a développé cela, basée à Aarhus. Et j'ai mis un lien sur leur site internet de Scalgo. Vous tapez Scalgo et Peter Walker, qui est mon contact sur place, et pourra vous donner plus d'informations. Mais c'est un excellent outil pour modéliser les pluviométries sur un terrain où ça fait un modèle de paysage et ensuite on simule la pluie, on va déterminer où va aller la pluie, en quelle quantité. Mais le point très intéressant, c'est qu'on peut changer la nature du terrain pour faire des interventions et faire tourner à nouveau le modèle en 30 secondes et pour simuler et en fonction de ce que vous avez fait, où l'eau va aller, combien vous allez stocker, etc. Voyez? C'est très utile pour analyser les bassins versants. Voici un des sous-bassins versants sur lequel je travaille. Et les eaux d'amont sont dans un endroit qui s'appelle Eastfield. Elles descendent vers ce qu'on appelle Elling Line. Voilà, donc cette ligne rouge, donc c'est une rivière. Et elle est, voyez, la distance, l'élévation au-dessus du niveau de la mer. On démarre à peu près à 160 mètres, voyez, et on descend à peu près 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, voyez. Donc, mais la chose remarquable sur ce graphique, c'est que c'est très pentu.
Ce bassin versant est extrêmement pentu. Donc, dans les 2 premiers kilomètres, en fait, sont dans les zones de la descente. La rivière, vous voyez, chute d'à peu près la moitié de son altitude sur les 2 premiers kilomètres. C'est très pentu. Et donc maintenant, si on regarde les castors qui vivent dans ces zones, ils ne vivent pas dans la partie haute parce qu'ils savent que c'est d'abord trop pentu et l'eau est trop intermittente, elle est sec l'été et pour faire des barrages, ça ne marche pas. Donc, ça n'apportera pas grand-chose. Donc, cet outil est très utile pour faire ce type de simulation et pour vous donner des quantités d'eau, des approximations dans le bassin versant en fonction des différentes actions. On peut également changer certains paramètres. Pour revenir maintenant au sujet, donc, qu'est-ce que c'est qu'un barrage fuyant? Donc, vous voyez, je vais vous les expliquer sur le principe. Donc, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas de construire un ouvrage imperméable, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des structures, des ouvrages qui, avec des grosses pluviométries, vont ralentir la quantité d'eau. Mais graduellement, elles vont libérer ensuite cette eau sur une période déterminée, peut-être de quelques heures ou de quelques jours parfois. Et ceci va graduellement descendre le long du système et va réduire les inondations, les pics d'inondation. Il a pris des inspirations des castors. Voici, c'est un barrage de castors sur une rivière en Écosse. Et on voit qu'il travaille ils font des petits barrages avec des branches, des broussailles, et nous construisons des barrages comme ceci. On fait des barrages, des analogues, si vous voulez. Donc, on fait des analogues. Donc, les castors sont présents en Angleterre depuis des siècles, mais ils ont été introduits en Écosse. Et bientôt, ils seront bientôt dans tout le pays. Ils n'étaient pas en Angleterre avant. Donc. Mais à l'autre fin de l'échelle, on va retrouver ceci. Donc là, c'est une situation extrême. Là, on travaillait sur une pente, un ruisseau extrêmement pentu, et nous avons ces troncs d'arbres donc qui avaient été exploités. Donc, l'entrepreneur avec lequel nous travaillons les a fait descendre dans le vallée pour faire, voyez, donc un barrage fuyant très important. C'était juste une chose opportuniste parce qu'on disposait de ces. Le principe, c'est d'insuffler des arbres, du bois qui est déjà disponible sur site. Généralement, on n'abat pas des arbres pour ça. Et on va pas être utilisé du bois normalement utilisé à des fins commerciales. Mais en construisons, on fait beaucoup de, vous voyez, on use beaucoup d'arbres parce qu'il y a eu il y a un lien ici. Donc, pour faire les structures de barrage, il y a un certain nombre de risques. Quand on fait l'un de ces risques, bien sûr, c'est que le barrage est entraîné, détruit par les crues. Et ça va entraîner, bien sûr, une inondation, aggraver le problème de l'inondation. Donc, nous voulons voir comment nous faisons les choses, faisons bien des évaluations pour éviter ce phénomène et ce document synthétise le processus de conception pour éviter justement ce point. Donc, voici par exemple ici, nous avons identifié quelques-uns des risques. Le principal étant, c'est qu'un barrage serait entraîné ou une série de barrages serait entraînée par un effet domino. Comme vous savez, le premier est entraîné et cause l'entraînement ou la destruction des autres ouvrages le long de la pente. Donc, il faut mettre il faut qu'il soit assez fort pour éviter, bien sûr, ce type de phénomène et pour résister. Le grand secret, là, c'est de ne pas construire quelque chose qui va être trop résistant en situation d'inondation. Il faut que ça laisse passer de l'eau. Mais
dans des petits ruisseaux, en aval, en amont, pardon, si on utilise des bois très longs, la recherche a montré que même s'ils se déplacent, ils vont reconstituer une embâcle rapidement. Donc, par exemple, si vous utilisez un tronc d'arbre qui va être 2,5 fois la largeur du chenal, vous êtes tranquille. Mais ils peuvent se déplacer éventuellement, mais pas beaucoup. C'est des recherches qui ont été faites en Amérique du Nord, par exemple, et ils ont testé des troncs donc de différentes longueurs. Ils ont travaillé sur 5 ans d'inondation, donc et ils sont aperçus que un tronc qui est 2,5 fois la largeur du chenal ne bouge pas. Et donc, on essaie en tant que possible d'utiliser des longs troncs d'arbres ou des longs barrages. Donc, ce que cela veut dire dans la pratique, c'est que voici une structure que nous avons construite il y a quelques années. Si vous regardez ce ruisseau, c'est un petit ruisseau l'été. Mais ça a l'air, bien sûr, on en a trop fait là dans ce barrage. Donc, vous voyez, mais on a laissé les souches, vous voyez, de certains, les souches contre lesquelles on appuie les troncs. Et même dans un événement d'inondation, même si le niveau de l'eau monte, elle va passer au-dessus des troncs. Mais dans un événement de taille, une inondation de taille moyenne, quelques mois plus tard, vous pouvez voir qu'en fait, l'objectif, ils retiennent l'eau, même si c'est une structure perméable, elle retient quand même l'eau. Et peut-être, et après tout, c'était pas trop d'eau. Et dans une grande crue, quand il y a une grande crue, on peut voir visiblement que cette structure vraiment sert ce pourquoi elle a été conçue et elle retient vraiment l'eau en amont. Donc, vous voyez, on va laisser des situations de passage de poissons, etc., mais on retient l'eau. Hein. Ensuite, je vais vous parler d'un projet récent sur lequel j'ai travaillé, mais je vais vous montrer quelques diapos comment on va concevoir un projet. Donc, voici le projet que ça a été fait sur une zone de réserve, une réserve naturelle et dans ce bassin versant, donc avec plusieurs propriétaires. Et cette diapo, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de travail à faire en bureaucratie. Hein. Il y a pas mal de bureaucratie pour avoir les autorisations. Même pour faire une petite structure de bois, ça nécessite le consentement des autorités locales ou des autorités, voilà, pour impacter une rivière. Donc, il faut planifier, expliquer ce que l'on fait et ensuite déterminer en fur la viabilité du projet, convaincre de la viabilité du projet. Voici 3 zones, vous voyez, du même site, 3 photos du même site, 3 présentations du même site. Donc, c'est une carte nationale. En bleu, c'est 1 km². Vous voyez, donc vous voyez ce bois qui fait à peu près 1 km de long. Il est utilisé par les promeneurs de chiens, hein, notamment. C'est très, très fréquenté par les gens avec leurs animaux. Et donc, en photographie aérienne, on ne voit pas comment très bien se situe le relief, mais il y a des petits champs, mais vous pouvez voir maintenant la structure sous-jacente et les ruisseaux profonds là, qui se promènent. Le chenal principal qui descend est trop puissant pour nous, donc on ne travaille pas dessus. Donc, ce que l'on va faire, c'est tous ces petits affluents sur voyez, sur le côté, sur cela qu'on va installer des petits barrages. On va en prendre un ici, voyez. Donc, voici, c'était la planification initiale que j'avais faite pour construire une série de petits barrages. Donc, dans la partie, notamment en aval et également quelques-uns plus en amont. Vous voyez, dans 7 là. Encore une fois, voici les courbes de niveau, mais là, vous voyez les courbes de niveau, ça vous donne une idée. Et vous voyez donc
Ils sont entre 5 et 10 mètres à distance. Et c'est très pentu, encore une fois, hein, j'insiste. Ceci, ça vous donne un petit peu le logiciel, par exemple, en fait, vous permet de modifier les chiffres et de terminer la simulation. Nous avons utilisé Escargot pour changer le terrain, par exemple. Si on peut voir ici cette ligne noire, j'ai travaillé sur ce point avec et nous avons construit l'équivalent d'un barrage de à peu près 1 mètre de hauteur ou presque 8 mètres. Vous voyez, et en changeant le terrain, je peux calculer en fait les volumes d'eau que ceci va retenir en cas de pluie. Et dans des gros événements pluvieux, sur de forts événements pluvieux, j'ai également la modélisation. Ça nous donne des idées ici sur ce que nous pouvons faire et combien d'eau peut être retenue en fait et retardée. Et je peux faire ensuite calculer ceci. Voici ici toutes les informations sur le type de barrage, etc. Et tous les éléments et les gens peuvent aller vérifier en fait. On fait tous partie d'un centre d'un groupe de recherche de toute façon. Après avoir fait cela, l'étape suivante est d'aller vérifier dans la pratique si c'est judicieux ou pas. Et dans des zones très boisées, accidentées comme celle-ci, vous voyez, donc il faut aller l'hiver quand la végétation est un peu dormante. Donc, et donc, on travaille avec les gens du terrain pour déterminer les sites. Et ensuite, on se met au travail. Donc, dans ce cas, on utilisait des troncs un arbre qui a été pas mal endommagé, c'est du frêne en français, je crois. Voilà, du frêne en français qui a été beaucoup endommagé, souffert en Angleterre. Et donc, on se met au travail et nous avons de très bons entrepreneurs, des forestiers qui savent travailler le bois. Et nous avons pu déplacer des troncs d'herbe, donc avec des grosses machines, parce que c'est important de faire rentrer des grosses machines sur les sites, hein. On ne voudrait pas le faire parce que voilà, on va entraîner beaucoup de destruction du tapis végétal et autres. Donc tout ce qu'on a fait ici a été fait avec des tronçonneuses, avec des tire forts et des chaînes et voilà. Encore une autre vue du même site. Et donc je les laisse être créatifs parce que nous sommes au stade expérimental, hein, donc, ils construisent, vous voyez, des structures avec différentes conceptions pour voir laquelle travaille le mieux et laquelle fonctionne le mieux et laquelle fonctionne le moins. Et là, une première chose que l'on fait, c'est on incorpore des espèces comme du peuplier, du saule, par exemple, hein, du saule, hein, de certaines espèces qui va, bien sûr, avoir des rhizomes, mais va créer un barrage naturel ensuite. Ça, c'est ce que nous faisons, hein. Donc, mais voici une série de différentes conceptions de barrages que nous avons mis en place. Vous voyez, une autre considération, voici les eaux en amont, ceux en amont doivent être imperméables lorsqu'il y a un certain volume qui descend. Donc, mais plus vous descendez, en fait, on les rend encore plus perméables, donc de façon à ce qu'ils puissent retenir. On les rend plus perméables de façon à ce qu'ils aient moins de contraintes. Voici des conceptions, des conceptions similaires. Voici un autre ici. Voilà, ce sont des, vous voyez, c'est on a fait des tressages de d'osier, de branches de branches de saule, voilà, donc qui vont et qui peuvent éventuellement voici à quelques cent mètres, à quelques centaines de mètres, vous voyez, donc et donc c'est là vous voyez que on a les barrages sont beaucoup plus petits, donc on peut faire des plus petits barrages et donc les pentes, c'est moi peut-être là on peut travailler avec des volontaires locaux, des communautés locales pour faire ces barrages.
Et vous pouvez voir ici, nous avons construit des barrages en série le long de la rivière. De façon, ils ont un effet cumulatif sur la retenue d'eau. C'est un projet qu'on a mis en place en mars cette année. On a des caméras, vous savez, à saut temporel. Donc, on attend les événements, entre guillemets, pluvieux, importants pour voir les résultats. Un autre ici. L'un des intérêts pour moi, c'est pas simplement de travailler sur les inondations, mais ça donne la possibilité pour la restauration de paysages, pour améliorer la biodiversité. Mes entrepreneurs ont eu du temps pour, ils ont mis des séries de marches afin que le public puisse avoir des lieux de marche pour ne pas créer des écoulements, de détériorer le sol, mais ils ont eu la possibilité de restaurer des habitats et d'autres points. Donc, pour revenir au contexte anglais, voyez, il y a des centaines de petits projets dans tout le pays. Voici, c'était la vue en Grande-Bretagne, en Angleterre, pardon, mais vous voyez que 400 000 projets, 40 000 projets individuels, beaucoup de données, il y a beaucoup de données qui ont été connectées donc, par les organismes de contrôle de rivières. On travaille pour voir à quel point ceci est efficace, mais il y a beaucoup de soutien public, spécialement dans les petites communautés. Les gens aiment bien cette idée. Le gouvernement a sponsorisé un rapport d'évaluation nationale qui a été assez positif. C'est difficile de dire que avec une certitude scientifique que ça marche, mais il y a une espèce de preuve grise, si vous voulez, où ça démontre à ce stade que c'est assez encourageant. Et bien sûr, voici tous les liens avec tous les sites ou documents que vous pouvez consulter, donc, je vous recommande d'aller consulter ces documents. Et si vous revenez, donc si on revient à l'organisation initiale, ils ont leur propre, les organisations, par exemple le National Trust, a de la documentation. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Nous avons des questions. Première question en anglais. Pensez-vous qu'il y a un potentiel pour les barrages fuyants pour des bassins versants à moins pentus, donc tels que les Pays-Bas, aux Pays-Bas, par exemple? Oui, oui, je ne sais pas sur les Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont été très avancés dans la gestion de l'eau depuis longtemps, on le sait, parce que c'est un pays qui est dans une situation différente. Mais la plupart des choses dont j'ai discuté, selon mon expérience, sont valides, mais il y a certainement des approches similaires en termes d'utilisation de l'espace et de travailler sur les bassins versants, quel que soit. Une chose sur laquelle je travaille plus bas, où il y a des petites plaines inondables, comme je l'ai dit, les castors vont... Mais en mettant des barrages fuyants sur des rivières de taille moyenne ou le type de rivière qui va intéresser les castors et pour les combiner avec les plaines, on peut reproduire les habitats de castors. Et donc, il y a avec des propriétaires, une des choses que je n'ai pas mentionné, en fait, c'est que où j'habite, il y a beaucoup de petites propriétaires. Donc, quand vous voulez agir sans impacter les voisins, c'est difficile. Donc, on a une disparité de propriétaires. Mais si on travaille à l'avance, avant l'introduction des castors, pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble,
pour améliorer les habitats et créer des habitats similaires pour les castors. S'ils sont relâchés et qu'ils veulent prendre et s'installer dans les zones, ils pourront le faire plutôt que de monter en amont et en aval et en déclenchant des barrages incontrôlables. Mais on peut surtout faire en sorte que les gens acceptent. On n'a pas eu les castors pendant 700 ans, hein, comme disait monsieur, donc ils y reviennent, donc autant les accueillir correctement. Donc voilà, donc si on peut faire en sorte que les gens accueillent les castors, alors à ce moment-là, on pourra déjà, on peut faire cela en reproduisant leur habitat. Donc, vous avez répondu à une partie de la question. Comment gérez-vous, comment faites-vous avec tous les propriétaires? Est-ce que vous avez confronté à des gens qui sont contre ou est-ce vous arrivez à les convaincre tous? Beaucoup de gens sont en faveur, très peu contre en fait. L'une des choses que l'on fait avec les barrages fuyants, c'est qu'on les fait dans les zones boisées ou qui n'intéressent plus les gens. Maintenant, il n'y a pas d'activité commerciale globalement. Tout souvent, pour eux, c'est simplement des espèces de fausses réserves naturelles. Donc, ça n'intéresse pas les gens commercialement. Donc, ces gens-là, c'est facile. La plupart des gens ont un bon esprit public, ils ont un bon esprit de voisinage. Et si on peut financer le travail, ça leur coûte rien. Et très souvent, on essaie de combiner ça avec d'autres soutiens, avec d'autres aspects qui peuvent les intéresser dans la gestion des zones forestières ou boisées. Mais c'est un vrai défi parce que beaucoup de mon travail, c'est de parler diplomatiquement avec les propriétaires des terrains et de les embarquer dans les projets. Et très souvent, les cours d'eau sont souvent des séparations de propriétés, donc il faut que je travaille avec les deux propriétaires. Mais les gens comprennent, donc si on peut convaincre l'administration, ensuite, bien sûr, on a plus de facilité à convaincre les habitants des régions concernées. Une question que certaines personnes posent, qu'en est-il des migrations d'espèces halieutiques, des poissons? Est-ce que vous travaillez seulement sur le haut des bassins versants ou vous allez plus bas vous pourriez avoir des problèmes avec les populations de poissons? On ne construit pas de structure permanente, donc et dans dans des conditions normales, l'eau coule sous les barrages. Donc, il y a de la place pour que les poissons peuvent circuler. Donc c'est seulement quand il y a des pics de crues. Moi, je travaillais pour un fonds de rivière qui était s'occupe beaucoup des poissons et qui voulait pas d'obstacles. Dans d'autres cas, lorsque je travaille en haut du bassin versant, 90%, il y a très peu d'eau, c'est un petit ruisseau, hein, il n'y a pas de poissons. Donc, il est un peu probable on va embêter les poissons à ce niveau-là d'altitude. Mais c'est quelque chose que nous prenons en considération dans la partie aval des structures, tout à fait. Avez-vous une idée de l'impact réel de ces barrages fuyants sur les grands crues ou est-ce que c'est trop précoce? Il y a des projets d'évaluation de suivi qui est en cours actuellement. J'en ai parlé, j'ai pas ce document. Il s'agit d'une évaluation nationale. Et je pense qu'il y a eu des recherches qui ont été faites qui disent oui, on peut suivre ça, il y a eu un changement de plan. D'autres sont un peu plus sceptiques. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de faire une expérience scientifique lorsqu'on n'a pas le contrôle sur cette expérience parce que il n'y a pas de bassin versant similaire, ils n'ont pas les mêmes pluviométries, ils n'ont pas les mêmes événements pluvieux. Si on fait de la modélisation, ça vous donne une voie de travail, mais on collecte beaucoup d'informations pour essayer de valider ça. Mais lorsque vous avez des communautés locales qui sont concernées et qu'il y a on y va, il y a un événement pluvieux, on regarde ce qui se passe, ils sont persuadés qu'avec beaucoup de bon sens, que bien sûr c'est une bonne chose à faire, donc qu'on n'endommage rien et on va les aider sûrement. Donc, d'une certaine façon, c'est le chemin que les scientifiques doivent prendre, c'est convaincre les politiciens que les politiciens doivent ensuite présenter au public. Et nous, on a déjà le public de notre côté, donc maintenant les politiciens simplement doivent nous suivre. Mais c'est un défi, c'est certainement, c'est pas toujours facile de convaincre, d'expliquer. Donc,
Pouvez-vous mesurer des impacts biologiques? Oui, nous faisons des études d'impact environnemental, hein, on regarde les améliorations dans certains sites, on voit les améliorations dans certains sites, mais il y a beaucoup d'universités qui travaillent sur ceci. Mais comme je l'ai dit, moi je suis un praticien et moi je vais simplement décider où est-ce que c'est faisable, voilà. Et ensuite on fait du suivi à long terme pour voir quels sont les impacts. Une question, comment concevez-vous les projets avec les pentes? C'est sur le terrain que vous décidez au niveau de la position des ouvrages? Oui, c'est pour ça qu'on utilise le Scalgo, parce que bien sûr, vous avez une idée à partir de la carte de topographique. Ça vous donne des informations tout à fait précises. Donc, si vous dites, on va construire un barrage ici, donc vous savez où va remonter l'eau, hein, jusqu'où vous allez retenir l'eau. Donc, ça, il faut construire. Si on fait vous savez, on doit construire si vous faites il y a toujours un problème de capacité d'eau quand on construit un ouvrage de cette nature. Donc, plus le terrain est en pente, plus les barrages sont proches. Bien sûr, si on est plus en aval, comme aux Pays-Bas, vous mettez un grand barrage, ça ira pour toute la plaine. Hein, voilà, donc on travaille pas sur les mêmes, on n'a pas les mêmes profils. Une question sur la continuité sédimentaire ou les transports sédimentaires. On parle des poissons, mais qu'en est-il des transports sédimentaires? Comment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'érosion des rives, l'érosion des lits, l'incision dans les lits? Le changement s'est fait par Donc, qu'en est-il au niveau des sédiments? C'est un point intéressant. Ce que nous observons dans un environnement boisé, c'est que derrière les barrages, on va trouver des matières organiques, des branches, des feuilles qui vont s'accumuler et qui vont créer une zone humide avec, ça s'appelle une hydromie, qui va créer son propre habitat, sa propre faune et flore, mais parce que souvent elles sont sèches l'été, ils vont s'oxyder, pardon, excusez-moi, et ils vont arriver à une condition stable. Dans certains endroits, lorsqu'on bloque les sédiments, ça peut être souhaitable, et particulièrement lorsqu'il y a beaucoup de sédiments qui descendent en aval et qui vont, par exemple, bloquer les alimentations en eau, hein, dans certaines. Par exemple, il y a ils vont avoir des particules de phosphate. Donc, bien sûr, encore une fois, si l'on veut on veut essayer de bloquer ces sédiments pour assurer une bonne équilibre écologique. C'est quelque chose qu'il faudra suivre et étudier. Mais bien sûr, il y aura certainement un impact sur les transferts sédimentaires. C'est de la dynamique, mais il y a aussi un aspect organique. Avant de clore votre propos, je vais poser une autre question. Quelles sont les exigences d'entretien ou de maintenance de ces ouvrages? Combien de temps tiennent-ils? Qui est responsable de l'entretien de ces ouvrages? Intéressant. Dans certains cas, ces structures, c'est de l'ingénierie artificielle avec du bois. C'est comme une cabane de trappeur. Hein, donc, et si ces structures s'usent, elles vont s'user, bien sûr, elles vont se détériorer, se dégrader. Elles devront être renforcées, remplacées, éventuellement reconstituées. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de déclencher des processus naturels et donc sans qu'il y ait de chute derrière ces arbres, et ça va créer des structures naturelles. Si on plante des saules, par exemple, des arbres qui poussent rapidement dans les zones humides, très souvent, on va trouver des barrages fuyants naturels avec les arbres qui vont pousser, avec la génération. Donc, c'est auto-généré par les systèmes. Parfois, on va faire tomber des arbres exprès, on va abattre, mais toujours l'arbre, on va faire baisser un arbre et sans le déraciner. Donc, on essaie de déclencher des processus naturels. Et donc,
Et ça peut être, à long terme, on pourrait, plutôt que d'essayer de réparer, si un ou deux est emporté, on en fait des nouveaux. Et si c'est dans le cadre de notre gestion générale des zones boisées, c'est tout à fait faisable. Mais on suit cela, on observe et on suit cela. Il y a pas mal de remarques dans le chat, parce que du côté français, on parle souvent de continuité écologique, d'effacement de seuil, et vous avez donné de nombreux argumentaires, il me semble, en disant que ce n'est pas comme des seuils qui sont en dur, c'est vraiment des barrages fuyants, ça laisse passer, en fait, vous avez vu les sédiments, les poissons, etc. Donc, c'est un exemple, en tous les cas, qui est intéressant pour les participants français qui souvent se posent la question de mettre en œuvre un principe de continuité écologique d'effacement de seuil qui est poussé par l'Union européenne. Et on pourrait croire au départ que ça va un peu en contradiction par rapport à ce qui est posé à l'échelle européenne, mais par l'exposé que vous avez fait, on se rend compte que c'est des barrages qui sont fuyants, donc qui laissent passer. Vous me confirmez bien? Yes, that's right. So, c'est exactement ça. Dans nos paysages, c'est une zone, toutes ces rivières autrefois avaient des petits barrages pour les pays de forgerons. C'était la région des forgerons, cette région. Il y avait beaucoup d'enclumes. Et sur le blason de la région, il y a des enclumes. Donc, bon, ils faisaient des épées pendant des siècles. Voilà, ils faisaient des armures, etc. Et donc, je connais bien les paysages français qui peuvent être dans certains endroits très similaires et qui ont aussi des rivières qui ont été turbinées, hein, ou qui ont été moulinées pour des artisans. Et lorsque tous ces rivières avaient des moulins qui fonctionnaient ou des petits barrages, elles servaient à atténuer les crues, justement. Donc, on n'essaie pas de reproduire cela, on essaie d'utiliser des systèmes dits naturels pour avancer, donc pour gérer les flux, mais sur des grandes crues, bien entendu, ce sera que des retenues temporaires. Bon, ça devrait faciliter un petit peu le travail en aval. Pardon. Je termine pour une dernière question. Il faut passer à un autre orateur. La question concerne, vous travaillez avec des barrages fuyants, mais est-ce qu'il y a des compensations pour que les gens se déplacent, quittent les zones alluviales, etc. Ou est-ce que ça fait partie de votre gestion de travail? Ce n'est pas dans le cadre de mon travail, mais on travaille avec des organisations qui s'occupent de cela. Comme je l'ai dit au début, on travaillait sur des organisations spécifiques et très souvent, on construisait plutôt des grands drains ou des grands caniveaux, hein, et comme vous pouvez l'imaginer, pour faire déplacer des gens d'une plaine inondable, c'est très polémique, hein, c'est très difficile et malheureusement, certaines parties de Grande-Bretagne, les gens construisent toujours dans des plaines inondables, ce qui est absurde, mais bon. Mais c'est compliqué. Vous pouvez bien imaginer que c'est pas quelque chose que... Mais peut-être ça devra se produire dans certains endroits. Merci. Merci. Stefan Bennett to join us. Stefan, are you here? Do you hear me? And if it's the case, please could you share your screen with your yes, presentation? I hear you. Can you hear me? Bonjour, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne, on voit votre présentation. Donc, je vous laisse commencer. Juste avant de commencer, je souhaiterais juste dire que George Heritage n'a pas pu se joindre à nous sur Zoom puisqu'il a eu un problème technique. Et donc, nous allons remettre sa présentation après l'été. Donc, ne désespérez pas, cela viendra. Donc, Stéphane, c'est à vous. Nous disposons d'au moins 1 heure avec les questions.
Merci beaucoup de m'avoir invité à vous faire cette présentation. Vous n'aurez jamais dû me dire que je dispose d'une heure puisque je parle beaucoup. Donc, je m'appelle Stephen Bennett. Je suis chercheur à l'Université de Utah aux États-Unis, à Logan. Et je suis également praticien. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Dean. Et je souhaiterais juste en préambule dire que l'intervention de Dean a couvert tout ce que je fais moi pour gagner ma vie. Et toutes les questions et les réponses de Dean sont exactement les mêmes questions et réponses que l'on me pose dans mon travail. Donc, ce que Dean et moi faisons, c'est essentiellement la même chose et je suis très enthousiaste de voir que ce type de travail se passe en Europe, tout comme ici en Amérique du Nord. J'ai mis sur la diapo d'origine un castor au-dessus de l'image de la pelleteuse. Et donc, le thème de ma présentation tournera autour des castors parce que ce sont des ingénieurs naturels dont on a besoin pour nous aider à initier des solutions basées sur la nature. Donc, voici l'organisation de ma présentation. Je vais expliquer ce que c'est qu'un ouvrage type castor. On va parler du type de choses qu'ils peuvent faire. Je vais parler de comment on les construit et ensuite, je vais vous donner quelques cas d'études pour que vous voyez que ces méthodes sont utiles pour la réparation des rivières. Et ensuite, je vais parler des considérations sociales. Et comme je viens de l'évoquer, beaucoup de ce que je vais dire sera assez semblable à l'intervention de Dean. Ensuite, j'ai 2 liens ici vers des sites Internet. Nous avons rédigé un manuel là-dessus qui est disponible gratuitement. Il y a des centaines de vidéos que vous pouvez regarder et beaucoup d'autres ressources également. Et comme Dean l'a montré, nous suivons ces ouvrages à travers les États-Unis et le Canada. Donc, le deuxième lien va vous amener vers des projets qui sont menés un peu partout. Donc, je sais que lors des précédents que vous avez eu au mois de mai, le docteur Joe Wheaton a fait des présentations sur la restauration basée sur les processus low-tech. Et moi, je travaille avec Dr. Wheaton. Donc, on peut penser à ce processus low-tech et des solutions basées sur la nature comme la même chose. Donc, à gauche de ces types d'actions de restauration différentes auxquelles nous pouvons avoir recours pour restaurer les rivières. Donc, à gauche, on passe de changements basiques dans la gestion. On n'a pas besoin forcément de mettre en place une action active. Cela peut être juste arrêter de piéger les castors. Ou comme Dean l'a voyé, arrêter le pâturage excessif. Cela peut aider les rivières à récupérer. Et ensuite, peut-être on peut déplacer les castors vers d'autres parties de la rivière. Et c'est moins onéreux que de construire des structures simples. C'est ce dont je vais parler pour le reste de cette intervention, jusqu'à ces interventions, ces solutions d'ingénierie plus actives et plus onéreuses. Et nous, notre approche, c'est qu'à gauche, on essaie de faire en sorte que le système fasse la plupart du travail pour nous. Et donc, on a recours à des changements de gestion, de pratiques de gestion ou des ouvrages type castor et le bois. Et
la puissance de l'eau pour faire le travail, plutôt que l'autre côté de l'échelle où nous utilisons des pelleteuses, des machines lourdes et de l'ingénierie pour essayer de restaurer les rivières. Ce n'est pas que il y ait un de ces types d'approches qui soit bon ou mauvais tout seul. Il faut avoir recours à beaucoup d'outils différents pour nous aider à restaurer les rivières. Mais notre groupe se concentre sur cette approche à faible cette approche low-tech basée sur la nature. Comme l'avait dit le Dr. Joe Wheaton au mois de mai, nous suivons une série de principes. On dirait que Dean emploie une série de principes également quand il met en œuvre ce type d'activité. Et ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est amener de la structure dans les rivières. Et si on le fait, c'est dû au principe simple que quand on intègre des structures à la rivière, cela crée de la complexité, de la résilience et déclenche cette cascade simple où on amène la structure, ça change le flux et le changement d'écoulement mène à des changements géomorphiques du sédiment, et ces changements en géomorphologie et l'hydrologie mènent à ces plaines alluviales qui sont plus saines, plus résilientes et qui peuvent amener un bénéfice supplémentaire qui est de la protection contre les inondations. D'autres principes que nous employons quand on met en œuvre cette restauration basée sur la nature, c'est que nous avons besoin d'espace. Il est très difficile de restaurer une rivière s'il n'y a pas d'accès à sa plaine d'inondation historique. Et donc, ce type de restauration devient beaucoup plus difficile si on ne peut pas faire le lien avec la plaine inondable. Mais si seulement 50% de la plaine inondable est disponible, cela pourrait être suffisant pour faire certains travaux. Et à l'inverse des approches basées sur l'ingénierie, quand on amène de la structure, on essaie de faire en sorte que la rivière prenne des décisions à notre place. Donc, on construit souvent ces structures à la main sans avoir recours à l'ingénierie. La plupart du travail est fait à la main avec des méthodes simples et nous n'essayons pas de faire en sorte que ces structures soient permanentes. Et comme Dean l'a dit, même si nous essayons de ralentir l'écoulement de l'eau et créer des étangs ou des bassins, ce n'est pas du tout la même manière que si on construisait des barrages en béton. Et l'objectif, comme on l'a dit dans les questions, ce sont des plaines alluviales en bonne santé. Donc, on ne veut pas revenir, il faut s'attendre à revenir et faire de la maintenance sur ces structures si les castors ne le font pas à notre place. Donc, quand on conçoit ces projets, on réfléchit explicitement au moment où on va revenir suivre le projet. Et là, on a besoin d'assurer une maintenance. Donc, l'objectif principal de mon intervention est de parler de ces structures magiques qui s'appellent les ouvrages de type Castor. Je vais utiliser l'acronyme BDA, qui suit l'anglais Beaver Dam Analogs, donc ouvrage type Castor. Si on construit ces structures, c'est qu'on essaie d'imiter les castors et les processus naturels qu'emploient les castors pour créer ces ouvrages. Ici, c'est un ouvrage de castor naturel. On voit donc les trous d'eau qui sont assez grands et l'eau coule d'amont vers l'aval. Ce barrage fait environ 30 minutes de long et 3 mètres de haut, juste pour vous donner une idée de la taille de certains de ces ouvrages. Donc, cet ouvrage, ou ce barrage
est dans une rivière à proximité de là où je travaille. Donc, si on veut en construire, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un ouvrage de castor naturel et pourquoi il est construit. C'est bien, il est construit pour la protection. Donc, le trou d'eau leur donne un refuge contre les prédateurs. Peut-être pas tant en Europe, mais en Afrique du Nord, on a encore des cougars, des ours, des coyotes, des loups, et ils aiment tous manger les castors. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les castors construisent ces barrages. Ils les construisent également parce que ça leur donne plus d'accès aux collines et à la végétation qu'ils mangent ou dont ils ont besoin pour construire leur barrage. Et ils collectent beaucoup de ces matières et de stock dans le barrage afin que l'hiver, quand le trou d'eau est gelé, ils disposent d'une source d'eau sous la glace. Et leur hutte a une entrée sous l'eau. Donc, ils peuvent vivre tout l'hiver dans leur hutte, passer sous la glace pour aller chercher la nourriture qu'ils ont stockée pendant tout l'été. C'est pour ça que les castors construisent ces barrages. Comment font-ils? De manière générale, ils construisent deux types de barrages différents. Ils construisent ce que nous appelons des barrages primaires. Ce sont les grands barrages que je viens de vous montrer, souvent très hauts, 1,5 mètres à 2 mètres. Et c'est là où ils construisent leur hutte. Donc, c'est la localisation centrale où habite la famille de castors. Et ensuite, ils construisent une série de barrages secondaires afin de créer des eaux plus profondes afin qu'ils puissent monter en aval et en amont pour collecter de la nourriture tout au long de l'année. Et on pense également qu'ils construisent ces barrages secondaires en dessous des barrages primaires puisque il y a de l'eau qui s'accumule à la base du barrage primaire et il y a moins de chances que ce barrage primaire soit détruit par le flux. Ensuite, ils construisent ce qu'on appelle les matelas. Et donc, ils posent beaucoup de brindilles sort of a way of beaver dealing with hydrology again as the water comes over the dam. Du barrage. Et on pense que c'est le castor coule au-dessus du barrage. Toutes ces brindilles coupent, ralentit le flux de l'eau et minimise les probabilités que le barrage primaire soit détruit. Et les castors utilisent ce qu'ils trouvent dans les environs, beaucoup de boue, beaucoup de rochers. Les gens ne pensent pas forcément que les castors utilisent les rochers, mais on voit pas mal de petites pierres en haut du barrage. Et donc, ces castors transportent ces petits rochers et les utilisent pour construire le barrage. Et donc, c'est une matrice de matériaux. Et je le souligne ici. Ici, on voit un barrage de castors où il y a une brèche. Et donc, l'eau s'écoule à travers le barrage. Et donc, on voit que l'architecture du barrage, et ce que je fais avec cette flèche rouge, c'est d'attirer votre attention à la boue qui est colmatée sur l'avant du barrage. L'eau coule de gauche à droite et ils enlèvent de la boue du côté amont du barrage et ils viennent colmater le barrage avec, ce qui aide à colmater les trous afin que le barrage soit moins imperméable, pas complètement imperméable, et afin que les trous d'eau se constituent un peu plus facilement. Et ensuite, ce que font les castors également, c'est beaucoup de maintenance. Ils sont constamment en train de travailler sur le barrage, de le colmater, et cela est lié à ce que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire cette restauration basée sur la nature.
et low-tech nécessitent de la maintenance et nécessitent le fait de revenir, de surveiller. Ce n'est pas une restauration unique, comme on dit. On le fait et puis c'est tout. Non. Donc, pour résumer, je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais je voulais juste expliquer pourquoi on souhaite mimiquer la construction des ouvrages type Castor. Eh bien, c'est parce que cela favorise des écosystèmes en bonne santé. Et si on veut être plus spécifique, des barrages naturels de Castor augmentent la complexité du flux en augmentant la variabilité de profondeur d'eau, les vitesses d'écoulement, la largeur des chéneaux et ralentit les débits. Ça crée également des unités géomorphiques, c'est-à-dire que ça construit des bancs et ça nettoie le fond des trous d'eau. Et ce qui intéresse beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle la connectivité. Donc ici, on voit que c'est un ouvrage de type Castor, mais ça pourrait être également un barrage naturel. Il y a un autre ouvrage type Castor là-haut. Et cela ralentit l'écoulement de l'eau pendant des forts débits, mais recharge la nappe phréatique également. Et à l'inverse de Dean, où les raisons primaires pour lesquelles il construit les structures, c'est pour atténuer le flux, on cherche également à le faire, mais moi, je travaille à l'ouest des États-Unis, où ce qui nous intéresse davantage, ce sont les sécheresses. Et beaucoup de rivières commencent à avoir des flux de base plus faibles, des écoulements, des débits plus faibles. Et grâce à la recharge des nappes phréatiques, nous espérons que nous pourrons augmenter ou étendre la durée des écoulements des eaux dans ces ruisseaux pendant l'été. Et donc, les bénéfices des barrages de Castor et des ouvrages type Castor, c'est que nous allons pouvoir améliorer la fonction. Donc, quand les rivières sont déconnectées, nous avons tendance à avoir des espèces non répicilvie dans la zone. Donc, maintenant, je vais vous parler maintenant spécifiquement des ouvrages type Castor, maintenant que nous avons parlé des bénéfices des barrages de Castor naturels et pourquoi nous cherchons à les mimiquer. Donc, une petite histoire. Comment est-ce que nous avons développé cette approche basée sur les ouvrages type Castor, les BDA? En 2009, on commençait une expérimentation sur le long terme où nous essayons d'augmenter les populations des poissons en restaurant les rivières. Et on a remarqué qu'à gauche, il y avait des castors qui étaient présents et ils construisaient des barrages dans les chênes. À chaque fois qu'il y avait un débit assez fort, les barrages des castors étaient détruits, emportés, puisque toute la puissance de ce ruisseau passait par ce petit chêneau. Et donc, les chercheurs se sont dit, on pourrait renforcer ces ouvrages. Et donc, ils ont enfoncé des pieux de bois non traités dans ces barrages de castors, ce qui les a aidés à résister aux crues. Et on s'est dit, nous, on pourrait commencer à construire nos propres ouvrages de Castor. Et c'est là où l'idée des BDA est née. Ensuite, les chercheurs ont commencé à étudier l'efficacité sur l'habitat, sur les poissons. Et ça a commencé en 2009 et c'est toujours en cours. Il y a eu de nombreux articles qui ont été publiés. Je pourrais vous les faire circuler si vous le souhaitez. Donc, nous allons maintenant parler de comment nous les construisons. J'ai vu dans l'introduction à ce webinaire
il y a beaucoup de praticiens qui participent. Et j'imagine donc que vous aimeriez bien savoir comment on est construit. Stéphane, tu as déjà passé la moitié de ton temps. On va essayer de terminer dans 15-20 minutes afin d'avoir des temps pour prendre des questions. Très bien. Donc, il y a deux types de BDA que je vais évoquer. La première version, c'est le premier type que nous avons développé. On les appelle les tissages osiers post-ligne. Et beaucoup de gens les construisent à travers l'Amérique du Nord. Je vais parler également d'une deuxième version. Et il ressemble plus au barrage naturel et le style de construction est plus naturel également. Donc, je vais les parcourir rapidement. L'objectif, dans de nombreux cas, c'est de faire écouler l'eau dans les plaines fluviales. Ici, on a des espèces qui ne sont pas ripisylvées. On a, par exemple, de l'armoise. Et donc, on essaie d'encourager la repousse de cette végétation ripisylve. Et donc, nous enfonçons les pieux en utilisant une machine hydraulique. Et dans les rivières plus grandes, on met cette machine dans une petite embarcation et on descend la rivière. Et ensuite, on tisse. C'est pour ça qu'on appelle le tissage osier post-ligne. Et voici avec des débits plus importants après construction de cet ouvrage. Et maintenant, vous voyez que l'eau se propage maintenant sur la plaine inondable. Donc, on a atteint notre objectif. Voici une image pour vous montrer le tissage du côté aval, sans matelas, afin que vous voyez comment on fait ce tissage. On utilise tout type de matériaux. Et comme Dean a dit, notre objectif est d'employer les matériaux qui est déjà sur place, ce qui minimise les coûts et donc, c'est plus efficace d'utiliser les matières déjà sur site, si vous le pouvez. Et comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de terre. On ajoute beaucoup de terre, c'est ce que font les castors. Et donc, on prend des seaux de terre. Donc, voici un schéma. Vous voyez l'écoulement de gauche à droite et on ajoute du sédiment devant la structure. On tisse les matières. On pourrait avoir une ligne de pieux ou de multiples lignes. Et ensuite, on a un matelas au dos. Ce qui est important de se rappeler, c'est que ce tissage d'osier est une manière efficace et très rapide de mimiquer un barrage de castor, mais puisque c'est inspiré de la nature, ce n'est pas très large. Puisque l'on tisse autour des pieux, c'est moins d'1 mètre ça fait moins d'1 mètre de large. Et tout comme l'avait dit Dean, la force de cette méthode ne réside pas dans une structure ou une autre, mais c'est une structure unique, mais c'est en construisant de multiples ouvrages sur de multiples kilomètres. Et c'est là où on va vraiment tirer les bénéfices au niveau de l'écosystème, non pas en construisant juste un ou deux de ces ouvrages. Donc, l'ouvrage plus naturel est construit plus comme un barrage de castor. Vous voyez à la base, la forme est plus triangulaire, ce qui veut dire que c'est un peu moins perméable. L'eau doit vraiment se battre pour traverser ce barrage plus que dans le barrage, l'ouvrage à tissage d'osier qui est plus étroit. Voici une image, l'aspect plus naturel que le tissage osier. On voit la terre qui s'étale bien devant. Et on voit que la largeur de la base de la structure va jusqu'en bas du matelas que nous avons construit. Si vous pouvez choisir une localisation où le lit est un petit peu surélevé, vous aurez besoin de moins de matériaux quand vous construisez votre structure. Donc, il faut juste sélectionner le site. Mais pour construire ces BDA plus naturels, on pose des matériaux parallèle à l'écoulement et on utilise un matrice de matériaux pour construire cette première couche et ensuite on ajoute beaucoup de terre, de boue, de sédiments, de tourbe
Et on continue à construire les couches après couches comme une lasagne. Et quand on arrive à l'élévation désirée de la crête, eh bien, on finit de renforcer la structure. Ensuite, on ajoute des pieux après. On le fait parce que c'est une meilleure habitude pour préserver une structure plus naturelle si on renforce les pieux après plutôt qu'avant cette construction. On peut faire beaucoup d'autres choses. On peut se connecter aux chaîneaux secondaire. Donc, on oblige l'eau de sortir vers un chaîneau secondaire. Ici, on a une vue d'aval d'un BDA plus naturel. Et ici, on a un BDA secondaire qui repousse l'eau vers la base. Et ensuite, on a beaucoup de questions sur comment orienter les structures. La plupart du temps, on les construit pour qu'ils traversent les chaîneaux. Mais vous pouvez suivre les contours naturels de la rivière. Généralement, on évite de construire des barrages concaves puisque cela a tendance à concentrer l'écoulement au centre. Et on nous pose beaucoup de questions sur combien il faut mettre de pieux, quelles sont les orientations des pieux. Et en fait, peu importe, l'important, c'est d'avoir assez de pieux pour que la structure résiste à l'écoulement. Et donc, peut-être la partie la plus intéressante, ce sont les cas d'études. Ici, nous avons un cas d'étude où les personnes utilisent cette méthode dans un chaîneau incisé. On voit que ça fait plus de 2 mètres. On a construit un BDA avec un tissage d'osier et ils ont obtenu 1,5 mètre de dégradation la première année. Donc, ces structures peuvent piéger beaucoup de sédiments et vous aider à traiter cette condition incisée. Je vais juste évoquer, je ne vais pas trop élaborer, mais nous créons également des ouvrages qui fuient. On les appelle des structures post-assistantes. C'est un petit peu plus bruyant et il mimique un petit peu moins les barrages de bûches naturelles. Donc, c'est semblable à ce qu'avait présenté Dean, mais pas aussi propre. Et ensuite, on les construit de différentes manières. Certains sont adossés aux rives, ce qui peut aider à élargir le chaîneau. Et les chaîneaux, et ça, c'est l'un des processus qu'il faut pour entamer une incision. Et tout ce type de pales, ces structures, aident à augmenter la complexité du ruisseau et sont propices aux populations de poissons. Ici, nous avons des BDA dans le Bridge Creek, Oregon, où les BDA ont été créés. Ils ont construit une centaine de BDA. Et ensuite, un castor est venu y habiter, a construit encore 260 barrages. Et nous avons documenté 1 mètre ou plus d'agrégation derrière les structures. Nous avons documenté une augmentation d'1 mètre de la nappe phréatique dans la plaine d'inondation. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les gens, et faisant beaucoup de travail pour augmenter les populations de poissons, et ici, il s'agit d'une population en danger. Nous avons eu une augmentation de production de 52%. Il s'agit d'une expérimentation et comme Dean l'a évoqué, il est difficile de mener des études. Nous avons dépensé $5 000 par an pendant plus de 15 ans à faire cette expérimentation avec des traitements, des témoins, des bassins versants. Donc, c'est très difficile à faire, très onéreux, mais les gens voulaient savoir si ça fonctionnait. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent pour démontrer que cela fonctionne bien, en effet. Et pour finir, un autre cas d'étude, ici, c'est un fermier local. On a beaucoup de fonciers privés et beaucoup de propriétaires de fonciers privés qui souhaitent s'engager dans ce type de travaux. Et donc, ce propriétaire a
voulait relocaliser un castor lui-même. Et ça n'a pas réussi. On pense que c'est parce que le ruisseau était très peu profond et ça séchait souvent. Donc, il a rencontré le docteur Joe Whitson, qui est ici à droite de la photo. Et nous avons construit des BDA pour le fermier et nous avons ensuite amené un castor pour le mettre dans cet habitat avec des eaux plus profondes. Et le résultat, c'est que le castor a réussi à y rester cette fois-ci, à survivre. Et ils ont maintenant construit plus de 200 barrages. Ça, c'était des chaînons d'origine très étroits et maintenant qu'il y a les connexions avec la plaine inondable, on voit une augmentation de la présence de l'eau. Et je vais terminer sur les considérations sociales. Ce sont les mêmes choses qu'avait évoqué Dean. Bien sûr, il y a un risque quand on construit ce type de structure. Personnellement, je pense que le risque est un petit peu exagéré souvent. Nous avons construit beaucoup de structures à proximité des habitations, mais ici, les habitations sont à plusieurs mètres au-dessus du ruisseau et ne se trouvent pas dans la plaine d'inondation. Donc, il n'y a pas de risque. Autre exemple, nous travaillons avec le district de Denver, Colorado. Presque 3 millions de personnes habitent dans ce bassin versant et ils gèrent de manière active et essaient d'habiter avec les castors. Donc, 3 millions de personnes si 3 millions de personnes peuvent écrire un plan pour vivre avec les castors, je suis sûre qu'on peut gérer cette restauration dans d'autres lieux. Et c'est basé sur un cadre de gestion adaptive où on identifie si les zones sont à faible, moyen ou haut risque et on a des actions de gestion que l'on est prêt à mettre en œuvre s'il y a des problèmes. Donc, on peut gérer ce type de choses. Mais oui, il y a un risque potentiel. Et je souhaiterais terminer. Encore une fois, j'ai entendu beaucoup de choses semblables de la part de Dean. Beaucoup de choses souhaitent s'engager dans ce type de restauration basée sur la nature. Et ils ont été historiquement exclus de la restauration des rivières, puisque les ingénieurs s'en sont toujours occupés jusqu'à présent. Nous avons fait enseigner des douzaines d'ateliers avec des milliers de personnes. Il est évident que les gens souhaitent participer dans la restauration des rivières. Et ce type d'approche fait main, basées sur la nature, low-tech, sont intuitives et augmentent le nombre de personnes qui peuvent nous aider à travailler à la restauration des rivières. Donc, faisons-le et yes, we can. Oui, on le peut. Merci beaucoup, Stéphane. On a beaucoup de questions. Donc, je laisse Anne le soin de lire ces questions. Anne, est-ce que tu peux confirmer que tu pourras remettre Dean comme panéliste parce qu'il a été… eh bien, je ne le vois pas dans ma liste de spectateurs. Je ne le vois pas dans… Oh. Il entend. On va essayer de commencer avec des questions. OK. Il y a… Il y avait des questions plutôt d'un point de vue écologique. Stop sharing your screen. Maybe you can stop sharing your screen. Peut-être que vous pourriez arrêter de partager votre écran. Bien sûr. Il y avait des questions sur les aspects écologiques. Est-ce que ça entraîne l'arrivée de nouvelles espèces de castors sur ces différentes solutions de barrage castor? Les premières questions sur la dynamique des espèces. The question is about different species of beaver. We only have one species. Eh bien, nous n'avons qu'une espèce de castor en Amérique du Nord. C'est le castor canadensis. Et donc, cela attire ces castors, mais je ne pense pas que ça n'attirerait pas les castors en Europe également. Ce sont plus ou moins les mêmes. Et ils ont des activités écologiques semblables. OK. Est-ce que les barrages de castors constituent des obstacles au franchissement des poissons?
Eh bien, ça, c'est une question qui est posée à chaque fois qu'on fait une présentation. Et la réponse, généralement, c'est non. En Amérique du Nord, les poissons se sont adaptés sur le plan de l'évolution aux castors et au barrage des castors. Ils ont coexisté depuis 10 000 ans. Ça pourrait être un peu différent en Europe où les castors ont été éliminés depuis plus d'un demi-siècle. Mais comme Dean l'a démontré, avec des débits élevés, avec des crues, l'eau passe à travers et au-dessus de ces structures et les poissons savent très bien se déplacer pendant les crues. Les poissons peuvent sauter aussi. Le poisson rare que j'ai montré, le steelhead, peut sauter jusqu'à 2 mètres d'eau en hauteur. Et donc, je ne considère pas ces barrages comme étant des obstacles aux poissons, au passage des poissons. Mais il faut suivre vos propres systèmes pour vous convaincre vous-même que c'est vrai. Anne, we lost you. Anne, on vous a perdu. Plus de micro. Est-ce que vous avez dit que ces barrages étaient favorables pour la réalimentation des nappes en période d'étiage? Est-ce que ça ne pose pas de souci sur le réchauffement de l'eau et de sa qualité? Eh bien, cela pourrait être la deuxième question la plus fréquente que nous avons sur les barrages des castors. Donc, nous avons publié un article et là-dessus, et la réponse est que les barrages de castors augmentent la variabilité de la température, mais non pas la température de manière générale. Et donc, ils forcent l'eau à pénétrer dans la nappe phréatique et ensuite cette eau remonte dans les ruisseaux à différents endroits et ressort à différentes températures. Et donc, l'eau qui se trouve dans les trous d'eau va peut-être se réchauffer, mais l'eau qui pénètre dans le ruisseau sera plus frais. Donc, l'effet général, c'est que les températures d'eau varient à travers la rivière. Et donc, c'est très bien adapté. S'ils veulent trouver de l'eau chaude, ils peuvent trouver de l'eau chaude. S'ils veulent trouver de l'eau plus fraîche, ils peuvent trouver de l'eau plus fraîche dans la plaine alluviale, puisque la température varie. Et je pourrais faire circuler ces articles et vous donner les liens dans le chat si vous le souhaitez. Il y a une autre question autour de l'effet barrage et continuité sédimentaire. Quand il y a tout d'un coup une grande bouffée d'eau, n'y a-t-il pas risque de relargage brutal de sédiments accumulés quand le barrage en branche se rompt? Yes. Eh bien, oui. Donc, ces structures peuvent piéger le sédiment et vont peut-être se rompre, tout comme les barrages naturels. Mais ma réponse, c'est la même que la réponse de Dean, qui est, si on construit des centaines de ces structures, quand il y en a un ou deux qui se rompent, donc ce sédiment est piégé en aval dans d'autres ouvrages. Et donc, il y a un effet dynamique. Donc, nous employons le principe que nous disons la force dans les nombres. Donc, la force, c'est de construire de multiples ouvrages. Les gens échangent beaucoup dans les messages, donc je cherche les prochaines questions, se répondent par rapport à ces différentes questions. Est-ce que vous avez dit que les populations, avec ces nouveaux barrages-là, les populations de poissons augmentaient? Est-ce que c'est les mêmes types de populations ou parce qu'il y a une dynamique hydraulique différente, les espèces changent?
That's a good question. C'est une bonne question. Les espèces dominantes sont toujours ce qu'on appelle la truite silène, mais on peut avoir bien sûr des espèces différentes. Nous avons des espèces invasives dans certaines de nos rivières. Je suis certain que c'est la même chose en Europe également, hein. Donc, la réponse, c'est les populations de poissons peuvent changer, mais dans les environnements naturels, c'est les mêmes populations. Simplement, les chiffres et les étapes de vie de ces poissons qui vont utiliser différentes parties de la rivière. Donc, les poissons adultes vivent plus dans les bassins et les petits poissons vivent plus dans les petits les petits chenaux latéraux donc voilà, c'est à différents âges de poissons. On va les trouver dans différents. Donc, c'est dès l'instant où vous complexifiez l'habitat, vous complexifiez également le comportement des populations. Je suis. Un message qui souligne il faut beaucoup de place en fait pour mettre en place ce type de barrage, quoi. Voilà. Hein, il faut qu'il y ait une zone inondable qui soit suffisamment importante. Antoine, si tu vois d'autres questions. Yeah. These kind of techniques. Oui, ces techniques sont idéales lorsqu'on a accès à la plaine inondable. Il y a des gens qui vivent sur les rives dans la plaine inondable. Bien sûr, cette approche va être un peu polémique et sera moins utile éventuellement. Donc, nous avons des preuves que si vous construisez des petits ouvrages, en n'essayant pas d'inonder la plaine inondable, simplement augmenter la complexité des chenaux, il y a des avantages, mais les grands avantages de ces ouvrages, de toutes les restaurations, vient bien sûr, de la capacité à redonner à une rivière l'espace dont elle a besoin pour redevenir naturelle. De ce point de vue, concernant la reconnexion plaine inondable, est-ce qu'il y a des conséquences potentielles inattendues sur vos sites? Comment avez-vous géré des mesures adaptatives spécifiques, par exemple les agriculteurs ou autres? C'est l'une des raisons pour laquelle nous insistons sur ces approches de petits ouvrages faits à la main. Il ne faut pas longtemps pour construire ces structures. On peut faire 5 ou 10 ouvrages par jour avec 5-6 personnes. Ça veut dire que si elles commencent à poser des problèmes, on peut les défaire rapidement. On peut aussi les défaire. On les démonte, hein, simplement, on peut les enlever. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas où nous avons eu besoin de faire cela, mais c'est l'une des forces de cette approche, c'est qu'elles peuvent être enlevées facilement si les gens ne les veulent pas. Et simplement, j'insisterai sur le fait que l'on peut éviter beaucoup de ces problèmes et faire un bon travail pour décrire la planification. Vous rencontrez les propriétaires terriens, les financeurs, vous identifiez les risques bien à l'avance. Donc, en théorie, on n'essaie pas de faire cela lorsque la communauté locale n'est pas en accord. Et à ce moment-là, mais si vous avez la confiance, vous n'aurez pas de problème. Une autre question, comment est-ce que ces barrages peuvent... Je pensais que ça aurait augmenté l'évaporation. C'est une question compliquée. C'est une des choses les plus difficiles à étudier. L'évapotranspiration, mais également la transpiration par les arbres et la végétation. Beaucoup de gens pensent que plus il y a de végétation dans une plaine inondable, moins il y aura d'eau parce que les plants vont transpirer de l'eau dans l'atmosphère. En fait, dans l'exemple que je vous ai montré, le, le rancher a introduit les castors et ces castors, en fait,
ont construit 260 barrages. J'ai oublié de vous dire que il a tous les ans fait des relevés sur ce cours d'eau en juin, et après à l'arrivée des castors, le cours d'eau continuait à s'écouler toute l'année alors qu'il était sec l'été. Donc, c'est là où peut-être que les modèles et la nature sont en conflit. Les gens vont essayer de modéliser la manière dont un barrage ouvrage similaire à barrage pourrait prolonger la présence d'eau, mais en fait, on a des cas de documents naturels où on s'est aperçu qu'effectivement il y a une prolongation des écoulements d'été parce que la dynamique des eaux des nappes phréatiques sont très difficiles à modéliser. Peut-être dans un certain cas, on peut les prolonger, dans d'autres cas, non. Mais on a eu des cas démontrés où, en fait, dans un cas spécifique, où, en fait, les écoulements ont été prolongés dans la saison estivale avec les barrages de Castor. Et on a pris en compte la pluviométrie et la couche neigeuse également et leurs impacts sur l'hydrologie avant et après les barrages de Castor. Donc, en fait, on pense qu'ils augmentent la présence d'eau. Mais c'est très difficile à étudier. OK. Il y a des questions autour de ces opérations de ces barrages. Ils permettent de restaurer finalement le cours d'eau ou parce qu'ils créent des habitats différents. Pour vous, c'est une opération de restauration en tant que telle? I'm not quite sure what the question is. Could you rephrase it? Oui, tu peux rephraser ta question. Elle n'était pas claire, Anne. Tu peux rephraser ta question, s'il te plaît? Il y a des dans les participants, là, il y a des gens qui se demandent si vraiment ces barrages, c'est une action finalement d'aménagement ou une action de restauration en tant que telle du cours d'eau. Il y a des débats là-dessus. Vous restaurez finalement la biodiversité par les habitats différents qui sont créés, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Au départ, Dean et moi étions d'accord. Ce qu'on essaie de faire, c'est de restaurer des processus naturels. Et ces processus naturels, et les castors et leurs barrages et le bois qui est apporté dans le cours d'eau par les castors ou par les chutes d'arbres naturelles. Et ce sont des approches naturelles. Et ces approches, en fait, sont éventuellement destinées à restaurer les processus naturels et les fonctions écosystémiques et la résilience écosystémique. Ça, c'est l'objectif. Les rivières sont endommagées dans le monde entier. Parce dans beaucoup de cas, on a enlevé les castors, on a réduit la quantité de bois dans les chenaux, dans les cours d'eau. On veut faire l'inverse. On veut remettre du bois. On veut remettre du bois dans les rivières. Voilà. OK. Pour construire ces barrages-là, vous avez des besoins d'autorisation administrative? Il faut être autorisé, il y a une réglementation qui s'applique, je pense. Comme Dean l'a dit, on a besoin de beaucoup de permis, on a beaucoup de bureaucratie, de paperasse à faire, mais du fait qu'on a enseigné ceci aux agences fédérales, aux responsables aux gens du foncier, donc ce travail en fait est devenu relativement facile. Et oui, nous avons besoin de permis, et notre problème en Amérique du Nord, particulièrement dans l'ouest des États-Unis, c'est que ici, les propriétaires terriens ont des droits d'eau, et ils sont au-dessus des droits des écosystèmes. Donc, le propriétaire peut prendre toute l'eau s'il le veut dans certains cas. Donc, c'est l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. On a besoin de l'eau pour travailler dans les rivières, pour nous aider. Donc, et pour les propriétaires également de fonciers. Donc, on a besoin d'eux pour qu'ils nous aident. Antoine, vois-tu d'autres questions? Yes.
I have three questions in one. Trois questions en une. Vous avez parlé du renforcement des barrages, des barrages avec des pieux. C'est comme faire un seuil artificiel, en fait. Les gens disent, pourquoi en fait mettre ces poteaux, ces pieux dans les barrages de castors initiaux parce que ils ne peuvent pas se déplacer, donc c'est pas naturel. Donc, et donc, ce ne sont pas des rivières à écoulement libre. Donc, est-ce une bonne idée de mettre encore un barrage? Et la dernière question, qui n'est pas tout à fait dans la même veine, mais peu importe. Qu'en est-il des rivières qui ont des contraintes externes sur leurs rives, telles que l'urbanisation ou autre? Est-ce que vous avez fait des DDA dans ces zones? Première question, le renforcement d'un BDA a été fait quand il était dans un chenal incisé. Et donc, l'incision est un processus de dégradation commun des rivières sur lesquelles nous travaillons. Donc, la rivière a coupé et elle est maintenant, elle est piégée. Donc, la rivière, l'eau ne peut plus aller dans la plaine inondable puisqu'elle s'est enfoncée dans le chenal. Donc voilà, on veut simplement parce que l'eau n'arrive plus sur les plaines inondables. Donc, c'est la seule raison pour laquelle on ferait un renforcement des barrages naturels, des barrages de castors naturels qui vont être emportés plus souvent par raison justement de la situation d'incision des berges. Et donc, nous, on veut accélérer la récupération. L'incision est un processus naturel, mais le problème, c'est que ça s'est produit dans la plupart des rivières partout. Et donc, on essaie d'accélérer la récupération naturelle. Je ne me souviens plus de cette partition. La dernière, est-ce qu'on peut faire ça dans des zones urbaines? Et la réponse, c'est oui, bien sûr. Donc, simplement, il faut bien planifier et communiquer avec les autorités, les gens. Les locaux, il y a plus de risques, mais ce risque peut être négocié, médié. Et par exemple, nous avons on a un barrage proche d'un grand supermarché. Et si Walmart nous autorise à faire un barrage à côté de leur parking, ça veut dire qu'on a un peu d'espoir encore de pouvoir travailler dans les zones urbaines. La deuxième partie de question, on n'a pas beaucoup de rivières à flux libre, donc écoulement libre. Pourquoi mettre des barrages? Qu'est-ce que vous entendez par des rivières à écoulement libre? Qu'est-ce que ça veut dire? En raison des écosystèmes des rivières à écoulement libre, elles ne sont pas développées. Peut-être un nouveau barrage pourrait être quelque chose qui représente des difficultés pour les écosystèmes. Bon, c'est toujours un autre problème avec la restauration. Si on n'a pas accès aux plaines inondables, ou si quelqu'un détourne de l'eau ou capte l'eau en amont, bien sûr, ça rend plus difficile la restauration des processus naturels. Mais même si on ne restaure que des processus naturels à 50% de ce qu'ils étaient, c'est déjà mieux que rien. Voilà, donc je suppose, voilà. Quels seraient vos critères pour construire un BDA? Quel espace est préférable à un autre? Et est-ce qu'on peut le faire dans les rivières, dans les fleuves, les rivières karstiques? D'abord, la dernière partie de la question, c'est une bonne partie. Il y a beaucoup de différentes rivières, beaucoup de différentes géologies, bien sûr. Et la réponse la plus simple est, si les castors
était là historiquement, alors on peut faire un barrage, alors on peut faire un BDA. Parce qu'il y a une histoire, il y avait une présence, il y avait une précédence historique. Même chose avec le bois. Si le bois était une partie naturelle de cette rivière, peu importe ce qu'est la léologie, peu importe de l'écoulement, bien sûr, ces approches sont valides. Mais le seul point comme Dim l'a dit, ces approches sont applicables surtout sur des rivières, des petites rivières petites ou taille moyenne, et on les appelle de ordre 1 à 5, donc des écoulements, des rivières, des cours d'eau de 1 à 5, se prendre les écoulements comme de 1 à 30 mètres cubes par seconde. Voilà, de 1 à 30 mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez, ça, et y compris avec quand on est en crue. Et donc, du fait qu'il y a un retour des castors éventuels, il pourrait y avoir un problème avec les agriculteurs, mais avec les forestiers, parce qu'ils peuvent endommager. Dans certains endroits, on peut voir qu'il n'y a pas de broussailles et ils coupent les arbres à. Comment est-ce que vous replantez ou vous laissez faire la nature? Les beavers coupent les arbres, ils mangent les arbres, c'est leur vie. Et donc, si vous avez des arbres que vous ne voulez pas abattre, on met des cages autour, hein, on les grillage là, pour casser les dents des castors. Et donc, c'est un pied, enfin, vous connaissez cette expression, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. En mettant de l'eau dans la plaine inondable, on peut faire pousser plus d'arbres, mais les castors vont manger les arbres. Donc, on fait de la plantation également, mais il faut, encore une fois, une partie du processus naturel, c'est que les castors mangent les arbres. Si vous n'aimez pas que les castors mangent les arbres, bon, oui, effectivement, vous allez avoir un problème. Participation maintenant. Pensez-vous que parfois ça vient des parties prenantes, des gens dans les agglomérations, ou c'est vous qui allez créer ces choses et vous faites de l'animation qui revient après Qu'est-ce que ça, c'est une bonne question. C'est les deux. La prise de conscience des castors et la restauration des rivières, les gens s'intéressent à ça de plus en plus. On veut restaurer l'environnement naturel, en fait. Donc, ça, c'est les agriculteurs et les citadins, tout le monde, hein, les campagnards et les agriculteurs, tout le monde veut sauver la nature. Ce que l'on a constaté, c'est que du fait de la sécheresse, les agriculteurs et les fermiers, dans l'ouest des États-Unis particulièrement, auront réalisé les avantages des castors tout seuls. On n'avait pas besoin de leur dire. Donc, ce rancher dont je vous ai parlé, il a essayé de réintroduire les castors lui-même parce qu'il a bien compris qu'en retenant l'eau, on obtient des avantages de faible écoulement. On maintient l'eau l'été, et ces bêtes peuvent boire dans les réservoirs, les bassins créés par les castors. Donc, les agriculteurs s'y intéressent et les urbains également. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Dernière question avant la fin. Oui, il vous reste 2 minutes pour synthétiser. Est-ce que la rivière est considérée par les parties prenantes avec ses propres droits comme une personne juridique ou comme une personne juridique? Oui. Je considère je considère qu'une rivière est une personne légale, mais je ne sais pas encore le public en général. Mais je pense en général que c'est un objectif que nous devons avoir comme communauté de restauration, à savoir que la communauté locale s'approprie la rivière et lui donne le droit d'être en bonne santé. Et je sais que je pense que j'ai vu les gens sans inquiéter. Ça prend du temps, mais c'est dur. Mais j'ai de l'espoir,
nous allons clore cette discussion. Merci pour votre présence, Stéphane. On n'en a pas terminé avec ce sujet parce que nous allons parler des castors, pardon, après l'été. Et donc, parce que George Hermitage n'avait pas pu présenter son exposé, je vous invite donc de donner des scores à ces présentations et je vais laisser Anne terminer. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux pour vos présentations. Merci aux participants qui ont posé de nombreuses questions, qui ont permis vraiment d'avoir un regard complexe et intéressant et pluriel sur ces démarches d'ingénierie écologique basées sur des pratiques vraiment naturelles, les barrages castors notamment, des solutions fondées sur la nature nous présentait Dean également, reprenant effectivement pour avoir des barrages perméables. Donc, on voit qu'il y a des techniques différentes, on se sert de la nature comme un allié et ça nous met en débat. En tous les cas, ces ouvrages qui structurent la rivière, qui doivent laisser passer sédiments, poissons, etc., et qui permettent on essaie de concilier et gestion des inondations, biodiversité, libre écoulement du cours d'eau. Donc, des grands débats, voilà, qui restent bien sûr ouverts. Donc, je suis désolée, Dean Morrison, je n'ai pas réussi à vous remettre en panéliste, donc je m'excuse vraiment. Effectivement, Antoine, je remercie Rivière TV et ECRR d'être partenaires de ce webinaire. Et vous retrouverez donc George et Heritage sur un webinaire que organisent Antoine Verokowski et Rivière TV au mois de septembre. Donc, rien n'est perdu. Nous, on a enregistré ces deux webinaires en français et en anglais. On monte les vidéos et vous les retrouverez sur la chaîne YouTube du Grey, voilà, d'Easriver. Voilà, donc écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui participent au dernier webinaire qui s'intéressera au réchauffement de la température des cours d'eau sur l'effet du changement climatique, quels effets sur les hydrosystèmes et leur gestion. Vous voyez, on arrive à débattre entre deux conférences Yes River. C'est une très bonne chose. Merci à vous tous. Merci à nos partenaires qui permettent de faire ces éditions. Au revoir et à la prochaine.